Il était une fois l'histoire d'un petit enfant. Chad n'avait que 11 ans. Voici son histoire. D'un jeans gris, montrant la peur et la tristesse. Il était assis sur son lit et regardait fermement une lame qu'il tenait en main. Il regardait fermement une lame qu'il tenait en main, habillé d'un jeans gris qui montrait la peur et la tristesse, d'un t-shirt blanc qui montrait la clarté et la pureté. Assis au bord de son lit, au pied de son lit, il y avait des converses noires avec des lacets blancs, un cahier, un bloc de feuilles, un bic. Un bic, un cahier, un bloc de feuilles, tous les trois empilés sur le côté de son lit. Ses jambes repliées, assis sur un gros coussin noir. Il jouait avec une lame. Dans sa poche gauche, il y avait un zippo. Il y avait un zippo dans sa poche gauche. Il l'a pris et il a joué avec, regardant la flamme, rejoignant sa main de la flamme, jouant avec le zippo. Il regardait par la fenêtre. Par la fenêtre, il faisait encore nuit. Il était très tôt le matin. Il était très tôt le matin, il faisait encore nuit. Par la fenêtre, le vent soufflait. Les arbres et les branches, à l'extérieur, tombaient et se relevaient. Avec le vent, les branches et les arbres tombaient et se relevaient. Lui, il s'est levé, s'est mis sur le bord de son lit, a détourné la tête et a détourné le regard. Il a regardé la porte et a hésité à ouvrir la porte. Il s'est assis par terre, contre la porte, à l'intérieur de sa chambre. À l'intérieur de sa chambre, il s'est assis par terre contre la porte. Il a regardé ses chaussures, ses converses, a pris son cahier, son bloc de feuilles. Il a pris son bloc de feuilles et s'est installé contre la porte, écrivant les mots qui lui passaient par la tête: peur, tristesse, effroi, fraîcheur, chaleur. Tous ces mots qui lui passaient par la tête, il les écrivait. Il écrivait ces mots qui lui passaient par la tête: fraîcheur, froid, tristesse, contentement. Il regardait chaque boucle qui était dessinée à l'encre noire. Chaque boucle qui était dessinée à l'encre noire, il les regardait. Il regardait et écoutait la mine sur la feuille. Sur la feuille de papier, il écoutait la mine qui traçait un parcours bouclé de plusieurs lettres attachées. Écrit en cursif, il écoutait le tracé de plusieurs boucles, les unes après les autres, et le tracé de la mine, le crayon sur la feuille, qui faisait un petit bruit très aigu, un frottement, rien de plus. Il s'est levé et a regardé par la fenêtre, s'est installé sur une chaise, regardant les étoiles qui étaient encore là, perchées, juste au-dessus de lui, juste au-dessus du toit. Il a regardé par la fenêtre un instant, a ouvert la fenêtre et a senti le froid, la fraîcheur. Il est rentré et s'est installé sur son lit. Son lit était déjà défait, les couvertures tout au fond, avec deux chaussures qui étaient juste à l'avant contre la porte. Son cahier encore par terre, les boucles bien dessinées dessus. Son cahier encore par terre, la trace de ses chaussures sales qui étaient juste devant la porte. Une clarté et une lumière blanche à l'intérieur, alors qu'il faisait encore nuit. Il s'est levé et s'est dirigé vers une chaise. Assis sur une chaise, à son bureau, il a ouvert son PC. Quand il a ouvert son PC, il a travaillé. Il n'y avait plus que la lumière de son PC à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait plus que la lumière de son PC qui éclairait la chambre. Et peut-être la lumière de son smartphone, de son téléphone. La lumière de son téléphone, la lumière de son PC, les recherches qu'il faisait dessus, et sa lampe sur le côté, qui était allumée.
puis éteinte. Après 5 minutes, il avait éteint la lampe. Il s'était posé de l'autre côté, d'un côté un peu plus sombre, et a continué à écrire certains mots qui lui passaient par la tête. Reclus dans le coin de la pièce, le regard noir. Son père sous la voiture, qui lui demande en se redressant et en s'appuyant contre la voiture. En s'appuyant contre la voiture qu'il répare, il lui demande le marteau. À côté de lui, il y a un couteau, une lame, un tournevis et un pic à glace. Le pic à glace est dans des glaçons, qui sont eux-mêmes dans une boîte. Les glaçons sont eux-mêmes dans une boîte, qui est toute froide. Au-dessus, il y a de la vapeur d'eau. Il regarde le pic à glace, hésite entre le pic à glace et le tournevis, lève la main et finalement prend le marteau. Il entend des bruits métalliques très forts, regarde son père. Juste à côté, il y a un cric qui soulève la voiture. À côté, il y a un cric qui soulève la voiture de la roue arrière. De la roue arrière, il y a un cric qui soulève la voiture. Il s'en approche délicatement. Délicatement, il s'en approche, pose une main sur le sol, regarde en dessous. Il ferme un œil et regarde en dessous, en s'appuyant contre la voiture. Son père est installé de l'autre côté, allongé en dessous. Il regarde. Il écoute les bruits métalliques, les uns après les autres. Il y a des bruits métalliques comme si on frappait sur une plaque, en verre. Il y a des bruits métalliques comme si on frappait sur une plaque en verre. Il y a des bruits métalliques comme si on frappait sur une plaque en fer. Il regarde. Et ces bruits métalliques comme si on frappait sur une plaque en verre, comme si on frappait sur une plaque en fer. Il les écoute. Instinctivement, soudainement, lui vient une pensée à laquelle il n'aurait jamais pensé. Comme du verre brisé. Comme du verre brisé, cette pensée lui vient soudainement. Il est 6 heures du matin. Il est dans le garage avec son père. Il a le goût du sang sur la langue, le goût du fer sur les papilles. Le goût du fer sur les papilles, le goût du sang sur la langue. Il entend encore ce bruit de verre brisé, ce bruit de plaque en verre sur laquelle on frappe. Il entend encore ce bruit de plaque en fer sur laquelle on frappe. Ces bruits de fer, il les entend encore. Ces bruits de verre, il les entend encore. Se briser par terre, ou alors tomber par terre, de grandes plaques en verre, de grandes plaques en fer. Il les voit encore tomber par terre. Il les voit encore tomber par terre et se briser. Son père est en dessous, et la pensée qui lui vient, c'est de retirer le cric. Il l'enlève, abaisse la voiture. Quand il retire le cric, il le garde en main. La voiture tombe sur son père. Son visage est très certainement mutilé. Son visage est très certainement mutilé, coupé, fragmenté, cassé. Son visage est très certainement cassé, mutilé, fragmenté, coupé, de part et d'autre, sur les joues, en dessous des yeux, sur les pommettes, sur les cernes, sur le front. Il doit être cassé, mutilé, fracturé. Son père sort et finalement il tire son corps. Ses mains sont tombées par terre. De la main droite, il a lâché le marteau. De la main gauche, il a lâché le tournevis. Il tire son corps et le ramasse. Par terre, il le traîne. Une traînée de sang derrière lui et derrière le corps de son père. Derrière le corps de son père, une traînée de sang. Il y a une traînée de sang sur le sol qu'il essaye encore maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois, cette traînée de sang, il a essayé de la laver avec de l'eau. Il a essayé de laver la traînée de sang avec de l'eau, mais il n'y arrive pas. Il traîne le corps de son père un peu plus loin. Son crâne a été fracassé
fracassé en deux. Le crâne de son père a été fracassé, cassé en deux. Il regarde le crâne de son père, et le sang s'écoule. Il s'écoule et coule par terre. Le sang coule par terre et il regarde le crâne de son père, fissuré à l'arrière, juste en dessous de ses cheveux. Fissuré à l'arrière, le crâne de son père est cassé. Il y a du sang qui coule et qui ne cesse de couler à flot. Le sang afflue à l'intérieur du crâne de son père et tombe par terre. Il essuie le sang, mais rien ne s'en va. Il sait qu'il a commis un délit grave. Il se retourne, effrayé, apeuré, regarde le garage, ferme la porte du garage et rentre dans la voiture. Il ne sait pas quoi faire. Une infirmière toque et rentre à l'intérieur. Il ouvre la porte et l'infirmière rentre. Elle pousse un chariot en métal. Dessus, il y a un coupe-ongle et lime à ongles. Il y a une lime à ongles et un coupe-ongle dessus. Il y a une serviette mouillée, une serviette chaude et une serviette froide. Il y a un pot de savon, un gel douche et un savon en brique. Le jeune garçon regarde attentivement et se demande à quoi ça pourrait servir. La jeune femme prend sa main gauche, et lui coupe les ongles. Elle prend la lime et elle lui lime les ongles. Elle prend son autre main et elle lui coupe les ongles. Elle prend la lime et elle lui lime les ongles. Elle le regarde, elle prend la serviette froide et elle lui dit « Ferme les yeux s'il te plaît » en mettant sa main en dessous de son menton. Elle lui essuie le visage et ensuite, avec un petit crochet, elle passe juste en dessous de ses ongles et elle y trouve de la terre. Elle récupère la terre dans un petit récipient et elle la pose sur le côté. Le jeune garçon sourit, regarde par la fenêtre et demande alors à la jeune dame « Pourquoi est-ce que vous prenez soin de moi ?» La jeune femme s'assied, prend sa main et à son poignet, elle lui met un bracelet. Elle lui met un bracelet d'une couleur foncée, plutôt bleu, plutôt brun et plutôt noir. Un bracelet de perles brunes, bleu foncé, bleu foncé, bleu marin, noir. Ce bracelet de couleur bleu marin, noir, il le tient et le regarde. Il tient le bracelet et le regarde attentivement. Les perles sont noires, brunes foncées, bleu marin, et elle regarde attentivement le jeune enfant qui se dirige vers la fenêtre. Il retire le bracelet noir, brun et bleu marin. Il le pose sur le devant de la fenêtre, s'installe sur une chaise et repose sa question. « Pourquoi est-ce que vous prenez soin de moi ?» Il s'installe et repose sa question. « Pourquoi est-ce que vous prenez soin de moi ?» La jeune femme s'assied sur le bord du lit et elle dit « Parce que tu es un enfant du centre. » Le jeune enfant lève la tête et voit une croix, juste au-dessus. Il sourit, abaisse la tête, regarde la jeune femme. Dans sa tête résonne une seule question. C'est un centre croyant et religieux ? Dans sa tête, il n'y a que cette question qui résonne. C'est un centre croyant et religieux. Il abaisse la tête et hésite à poser la question. Il regarde le cou de la jeune femme, il regarde sa nuque, une chaîne en or pend, avec un petit crucifix. Avec un petit crucifix, il y a une chaîne en or qui pend. Il regarde le cou de la jeune femme, il la regarde dans les yeux, et ensuite lui pose la question. Est-ce que vous êtes croyante ? La jeune femme serre très fort. Elle serre très fort la chaîne qu'elle a à son cou. La petite croix, elle la prend en main, et elle la serre. Elle dit « Oui,
bien sûr, avec un air content. Avec un air content, le sourire aux lèvres, elle dit oui, bien sûr, en serrant sa croix. Elle prend sa chaîne, elle l'enlève, la montre à l'enfant. L'enfant recule et dit non, je ne veux pas cette chaîne, gardez-la à votre cou. La jeune femme s'avance et lui dit passe-moi quand même ta main. Et lui met un bracelet, avec son nom, sa date de naissance, et avec l'endroit dans lequel il a vécu, le délit qu'il a commis, la date à laquelle ça s'est passé, la date à laquelle il est rentré ici, l'âge qu'il a, et le temps qu'il va passer ici. Il regarde ça, regarde la fenêtre. C'est pas une prison, il n'y a pas de barreaux, juste une vitre qui sépare dehors et l'intérieur. Une jeune femme rentre. Une jeune femme rentre, et derrière elle, il y a une autre jeune femme. Celle-ci a l'air de faire plus ou moins 1,70 m. Elle rentre et elle s'installe sur le lit. Elle a une grande robe noire. Une autre jeune femme rentre. Elle fait plus ou moins 1,60 m. Elle regarde la jeune femme qui s'approche. Le jeune enfant est à la fenêtre. Il prend le collier qu'il a laissé là depuis le début. L'infirmière le regarde. La jeune femme s'installe à côté de lui. Le jeune enfant n'a pas bougé de la fenêtre. Il est assis, juste en dessous, sur une chaise. Il y a une petite chaise en bois sur laquelle il est assis. La jeune femme vient s'asseoir sur le lit et lui fait une place. Il vient s'asseoir et la jeune femme lui dit « Tu peux assister à l'enterrement ». Il regarde la croix, juste au-dessus de lui. Juste au-dessus de lui, il regarde la croix noire et vernie. Et il demande « Quel enterrement ?» La jeune femme derrière pleure, mais se retient. Elle a les larmes aux yeux, elle pleure, mais se retient en même temps, cachée par un voile noir. Cachée par un voile noir, elle pleure mais se retient. Le jeune enfant regarde une nouvelle fois la croix et demande l'enterrement de qui. La jeune femme répond de ton père. Il peut alors assister à l'enterrement de son père. Il prend la jeune femme par la main. La jeune femme dévisage l'infirmière. L'infirmière referme la porte. Le jeune enfant est parti avec son bracelet. Arrivé à l'enterrement, le cercueil arrive. Une lignée de personnes, toutes habillées en noir. Des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons, tous habillés en noir, sont là. Il y a une lignée et une haie d'honneur. Il y a une haie d'honneur et une lignée, à l'intérieur et à l'extérieur. L'église ouvre ses portes. Les portes sont grandes ouvertes. Tout le monde est assis en silence. Il y a l'orgue qui joue, et des lumières jaunes, jaunâtres, rouges et orangeâtres éclairent l'intérieur. Il y a certains vitraux, munis d'autres couleurs comme du bleu, comme du vert, du mauve. Comme du mauve, du bleu ou alors du vert. Certains vitraux représentent la Sainte Vierge. À l'intérieur, il y a une grande croix avec Jésus. Juste devant, il y a l'autel, et devant l'autel, il y a le cercueil. Le cercueil est ouvert. Il s'approche, regarde son visage, comme s'il n'y avait aucun regret devant son visage. Comme s'il n'y avait aucun regret, devant son visage se dresse l'autel. Sur l'autel, il y a une coupe, juste à côté, une Bible, et encore une autre Bible, une sorte de manuscrit, écrit à la plume. Une sorte de manuscrit qui est écrit à la plume, de l'encre noire séchée dans un pot. Un manuscrit à côté, avec des boucles parfaitement dessinées. Devant lui se dresse l'autel. Sur son regard, il n'y a aucune expression, rien. Même pas l'once d'un regret. Même pas l'once d'un regret sur son regard qui est en train de regarder son père les yeux fermés à l'intérieur du cercueil.
Le cercueil vient d'être fermé par un homme habillé en noir. 6 autres hommes arrivent et prennent le cercueil. Ils sont 7 à tenir le cercueil. Ils sont 7 à tenir le cercueil. Il y en a 4 de chaque côté. De chaque côté, il y en a 4. 2 du côté gauche, 2 du côté droit, et un devant et un derrière. Ils sont 4 à tenir le cercueil à gauche et à droite, et un à tenir le cercueil devant et derrière. Le cercueil est apporté juste devant un trou. La profondeur est de plus ou moins 4 mètres. La terre est humide. Il y a de la neige partout et il pleut. La pluie qui tombe tellement fort qu'elle en efface la neige. La pluie tombe tellement fort qu'elle en efface la neige sur le sol. Le cercueil tombe accroché par des élastiques verts en tissu. Les élastiques verts en tissu font glisser le cercueil dans les profondeurs du trou de 4 mètres. Il se tourne vers la jeune femme. La jeune femme évite son regard et regarde le cercueil s'enfoncer. Il pleut et la nuit est noire. Dehors, la sculpture. Dehors, la sculpture reste figée. Elle regarde à gauche et ses ailes sont déployées. Ses ailes sont déployées. Elle regarde à gauche. Ses mains sont l'une contre l'autre, contre son visage. Elle regarde par la vitre. Wayne arrive. Et à cet instant-là, il se retourne. Il le regarde s'installer, poser sa valise sur le lit, l'ouvrir et ranger ses vêtements, comme si de rien n'était. Il s'installe contre son lit et ne prête pas attention. Dans le reflet d'un miroir sur le côté, il regarde la croix. Il croise les doigts et s'installe par terre. Wayne vient à côté de lui et le regarde. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il fixe le miroir. Ses jambes sont redressées contre lui. Ses jambes sont redressées contre lui. Dehors, il fait noir, intensément noir. Il fait intensément noir. Dehors, on ne voit rien, mis à part quelques éclairs de temps en temps. Alors, Wayne vient à côté de lui. Il remarque que Chad est en train de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et soudainement, il y a un orage qui frappe. Un orage frappe et lui continue. 1, 2, 3, 4, 5, et un deuxième. Un deuxième frappe dans le ciel. Il comprend alors qu'il compte les orages. À combien de mètres, à combien de kilomètres ils sont. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont pas proches? Et plus il compte, plus il commence à se rapprocher. 1, 2, 3. Il le regarde et lui demande « Qu'est-ce que tu as fait pour être ici ?» Il lui dit qu'il a tué son père. Il a enlevé le cric d'une voiture et il s'est fait écraser. Son visage a surtout été touché par des coupures. Lui, il lève les épaules, il le prend par la main. Ils sortent dans le couloir, demandent à une infirmière s'ils peuvent aller à la bibliothèque. À la bibliothèque, ils se cachent avec des livres. Sur la table, ils mettent 2 livres ouverts et se cachent. Entre ces 2 livres, ils parlent et ils se regardent. Wayne lui raconte alors ce qu'il a fait. Il a expliqué à ses parents un soir qu'il sortait. Un soir, il a expliqué à ses parents qu'il sortait et il a dit qu'il avait mis le feu à la maison, laissant ses parents à l'intérieur. Il avait fait glisser la clé à l'extérieur. Il avait fait glisser la clé à l'extérieur et avait légèrement abîmé toutes les clés. Toutes les clés, il les avait légèrement abîmées. La clé de la voiture, la clé de l'entrée, la clé de la porte arrière, la clé de la porte sur le côté, la clé de la porte d'entrée et la porte arrière,
toutes les portes qu'il pouvait y avoir. Sur le mur, sur le côté, la porte à l'arrière. Toutes les clés, il les avait un peu abîmées, avec une lime à ongles, pour qu'elles ne servent plus à rien. Ensuite, il est sorti, avec la seule clé qu'il n'avait pas abîmée, celle de la porte de l'avant. Et il a mis le feu à la maison. Il l'a regardé, et il a regardé le miroir. Wayne s'est tourné et a dit « Qu'est-ce que tu regardes dans le miroir ?» Il s'est levé et a dit « Rien de particulier. » Ensuite, quand Chad s'est levé, il s'est assis contre le sol. Il s'est réassis contre le sol après s'être levé. Avec l'air effrayé, il l'a regardé et il lui a dit « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour mettre le feu à la maison ?» Il le regarde et il lui dit « Quand j'étais petit, j'adorais mettre de la salive sur mes doigts et éteindre les bougies. J'adorais passer ma main au-dessus du feu et sentir la chaleur. J'adorais observer les bougies, voir si elles bougeaient de droite à gauche. J'adorais regarder les bougies et voir si elles ne bougeaient pas. J'adorais voir le feu et passer la paume de ma main au-dessus. Un jour, quand j'étais jeune, je me suis brûlé comme ça. » En le regardant, Chad lui explique que quand il a vu son père sous la voiture, une pensée lui est venue, le goût du sang sur la langue et le goût du métal à l'intérieur. Alors, il a soudainement enlevé le cric et s'est rendu compte de son erreur en s'enfermant dans la voiture. Ce soir, une psy est en train de parler à un enfant. Celui-ci s'enfonce des aiguilles à coudre, des épines. Il s'enfonce des épines, des aiguilles à coudre et autres matériels. Et autres matériels piquants, des aiguilles ou alors des tiges de rose. Des tiges de rose, des tiges de ronces, des épines et des aiguilles. Des choses piquantes qui font mal, qu'il a trouvées. Il se les enfonce en dessous des ongles. Le bout de ses doigts et ses mains sont couvertes de sang. Ses mains sont couvertes de sang et le bout de ses doigts sont légèrement arrachés. Ses ongles tombent un peu et il se met des épines. Il se met des épines sous les ongles, des aiguilles. Ses mains sont couvertes de sang. Il se mutile avec des lames de rasoir. Personne ne sait où il les a trouvées. Ni même les aiguilles, ni même les aiguilles, encore moins les épines, ou alors les tiges de rose. Personne ne sait où il trouve tout ça. Mais l'enfant, sur le côté. Mais l'enfant est sur le côté, avec une épine en main. Avec une épine de rose en main qu'il tient au bout de ses doigts. Au bout de ses doigts, dans sa main droite, il a une épine de rose. Il a une aiguille de rose dans la main droite qui serre très fort et une épine de rose qu'il regarde attentivement. Une lame de rasoir qu'il passe juste en dessous de son pouce. Une aiguille qu'il passe en dessous de ses 4 doigts de la main. Il regarde la psy. La psychologue, convaincue de pouvoir l'aider. Lui, avec l'aiguille, continue à se piquer en dessous des ongles. Il continue à se piquer en dessous des ongles, encore et encore. Elle regarde un autre élève qui est en train de dessiner, calmement. Lui, il est à une table, assis sur une chaise, et elle lui demande « Qu'est-ce que tu dessines ?» L'enfant retourne la page, et il y a une photo d'elle, accrochée. Il y a une photo d'elle, accrochée, juste au-dessus. Lui était en train de dessiner la photo de la jeune psychologue. La jeune psychologue, cette photo, elle ne sait même pas d'où elle vient. Mais c'est une photo d'elle sur son fauteuil, les jambes croisées, avec son costume de tous les jours. Avec son costume, son costard noir de tous les jours, assis sur son fauteuil, avec son bloc, son carnet de notes et son stylo, les jambes croisées. Le jeune enfant l'a dessiné, par terre, avec une pique, une lance. Avec une lance, une pique, juste dans la poitrine. Dans la poitrine avec une lance et une pique
qui lui vont dans la poitrine, dans les épaules, dans les mains, dans les paumes des mains, dans la poitrine, et même au centre du ventre. La bouche est ouverte et un peu de sang dégouline. Elle regarde, avale, elle avale légèrement, déglutit, et regarde l'enfant. De peur, elle avale sa salive et elle regarde l'enfant. Pour ne pas être impolie, elle dit « c'est bien ». Le suivant est convaincu qu'il a de menottes. Il n'arrête pas de répéter qu'il va se libérer, qu'il va se libérer, qu'il va se libérer. Le suivant a réellement des menottes et est en train de tirer sur ses poignets pour les enlever. Il se fait tellement mal à ses poignets que ses poignets sont bleus, un peu mauves. Ses poignets sont bleus un peu mauves, ses doigts sont un peu mauves et un peu bleus, parce qu'il n'arrête pas de les frapper contre la table. Il n'arrête pas de frapper ses poignets, et il n'arrête pas de frapper les menottes contre la table. Ça abîme ses poignets. Ses doigts, il n'arrête pas de les serrer, de les garder droits, et de les frapper contre la table. Ses doigts qu'il garde droits, il les frappe contre la table et ils sont un peu bleus. Ils sont tout abîmés. Il n'arrête pas de se faire du mal. Le suivant, c'est Wayne. Elle le regarde et elle lui dit « À quoi tu penses là ?» Regardant par la fenêtre, concentré, il répond « Au feu ». Elle lui demande son dernier souvenir. L'odeur des flammes. Il répond l'odeur des flammes avec conviction et avec envie. Avec envie, besoin et conviction, il répond l'odeur des flammes, l'odeur de la fumée. L'impression que la fumée rentre dans mes poumons. Elle regarde à côté, Chad, et elle lui demande « Ton dernier souvenir, c'est quoi ?» Lui, il répond « Le sang ». Il répond « Le sang qui coule, celui que j'ai dû nettoyer, et les coupures sur le visage de mon père. » Dans une salle au sous-sol, tenir les flèches, lui rappeler des souvenirs. Dans une salle au sous-sol, tenir les flèches, lui rappeler des souvenirs. Comme par exemple les stries qu'il y avait sur les photos. Les stries qu'il y avait sur les photos de famille qu'il avait dans sa chambre, les photos de ses frères et sœurs, les photos de son père et de sa mère. Les stries qu'il y avait dessus, sur les yeux et sur la tête. De temps en temps avec la pointe, il gravait de temps en temps avec la pointe un cercle et encerclait les personnes. Ensuite, sur ces photos, il encerclait les personnes avec la pointe de la lame. Ensuite, il faisait des stries. Il battait son couteau contre le mur avec son poignet. Avec son poignet, d'avant en arrière, il battait son couteau contre le mur. Il faisait des stries parallèles les unes aux autres, des petites coupures, des petites lames, sur le visage des gens, toujours de plus en plus rapprochés. Et tenir la flèche, la mettre contre son bras, la mettre sur la corde de l'arc à flèche, tirer, lui rappeler ses stries. Il est parti au bout de la piste, il est parti récupérer la flèche. Le temps qu'il refasse un aller-retour. Il imaginait sa chambre. Le calme, le silence, le froid, la porte ouverte et le courant d'air. La porte ouverte, le courant d'air, le couloir qui était noir, les lumières qui étaient éteintes, son père qui dormait, la porte qui était fermée, son chien qui était dans son panier, toutes les lumières éteintes, seulement sa porte et seulement sa fenêtre ouverte. Un léger courant d'air dans la chambre qui tournait autour de son lit. Ses Vans, ses chaussures, ses Converse bleus, ses Converse noires, juste au bord de son lit. Ses cahiers sur son bureau, son PC éteint et fermé, avec la lumière bleue, orange et blanche, la charge de son PC, qui était juste sur son PC lui-même, la charge de son PC sur son PC lui-même qui était éteinte, la charge qui était enroulée, tout autour et encerclée avec les câbles. Sur le côté, il y avait ce pot. Il y avait ce pot dans lequel il y avait le chargeur de son GSM, quelques stylos, quelques fluos, quelques feutres, quelques marqueurs, quelques feutres noirs, quelques marqueurs, de l'encre de Chine, de l'encre pour faire des tatouages.
De l'encre pour faire des tatouages, de l'encre de Chine, de l'encre noire pour mettre sous la peau. Et il regardait de temps en temps, parce que de temps en temps, il avait de la peau de cochon ramenée par son père. De temps en temps, il avait de la peau de cochon ramenée par son père. De la peau de porc que lui avait dépecelée. Ça sentait encore le sang frais. Ça sentait encore le sang frais, ça sentait encore le sang humide, ça sentait encore l'humidité. Ça sentait encore la pluie et la terre. Ça sentait la pluie et la terre quand il lui ramenait de la peau de cochon. Quand il lui ramenait de la peau de cochon encore plein de sang, encore humide, qui sentait l'humidité, la terre et qui sentait encore la forêt, il la mettait sur son bureau et commençait avec de l'encre à pointer, pointer, pointer. Et puis avec de l'encre, il pointait. Avec la pointe de son stylo qu'il avait écartelé. Avec la pointe de son stylo qu'il avait écartelé et qu'il avait finement limé avec une lime à ongles. Avec une lime à ongles, la pointe de son stylo, il l'avait finement limée et poncée. Il en avait fait une pointe, une sorte de petite lance qu'il trempait dans l'encre. Une sorte de petite lance qu'il trempait dans l'encre alors qu'il l'avait limée avec la lime à ongles. Avec la lime à ongles, il avait limé son stylo, écartelé son stylo. Et ensuite, il tatouait, il dessinait ce qui lui passait par la tête. Et il accrochait les peaux de cochon qui finissaient par sécher. Les dessins ressortaient plus que le sang qu'il y avait en dessous. Il est parti rechercher la flèche et est revenu. Assis par terre, il y avait Wayne qui pensait à quelque chose. Il était en train de jouer avec un zippo, mais la lumière, la flamme ne sortait pas. Il jouait avec un zippo, mais la flamme ne sortait pas. Il avait l'air triste, les larmes aux yeux. La flamme ne sortait pas, il n'y avait plus assez de gaz. Il n'y avait plus assez de gaz dans son zippo, il n'y avait plus assez de gaz, donc la flamme n'était pas assez grande. La lame qu'il tenait en main, elle était assez grande pour pouvoir se faire mal au poignet, pour pouvoir la mettre contre et juste sentir la froideur de la lame. Tandis que le zippo, lui, il n'y avait plus de gaz à l'intérieur, donc plus de flamme. Dans un refuge, une femme les accueille. Une femme les accueille dans un refuge et leur montre un chien. Le chien est noir et ses yeux sont blancs. Ses yeux sont blancs et le chien est noir. Il a un poil court et il s'assied devant. Wayne s'avance. Il range son zippo à l'arrière de son jeans et regarde s'il l'a toujours. Il bouge sa main de droite à gauche dans la poche arrière droite. À côté, il y a Chad, aussi appelé Dent de la chance par Wayne. Aussi appelé Dent de la chance par Wayne. Il regarde. Il veut voir un arbre tout tordu, et il s'y installe. Il s'y installe en dessous de cet arbre tout tordu, et il commence à discuter. Wayne le regarde, et il lui dit, en regardant ses lèvres, en passant son pouce sur sa lèvre supérieure et sur sa lèvre inférieure, il lui dit, ouvre la bouche un peu. Chad ouvre la bouche. Chad ouvre la bouche, et alors, il le regarde. Wayne lui dit, t'as les dents de la chance en fait. Son ton de voix n'est pas très élevé. Son timbre de voix ne déclare ni fermeté, ni tristesse. Son timbre de voix ne déclare ni tristesse, ni fermeté. Il le regarde et il lui dit simplement, en fait, tu as les dents de la chance. Il n'est ni sûr de lui, ni pas sûr de lui. Chad ferme la bouche et lui dit, oui, depuis que je suis tout petit. Il le regarde et il lui dit, c'est pour ça que tu m'as appelé dans la chance. Il lève les yeux au ciel, regarde les branches de l'arbre tordu. Le soleil a disparu totalement. Il y a de gros nuages gris. Il pleut un tout petit peu. Peut-être qu'il pleuvra beaucoup plus quand ils seront dans la voiture. Ils vont voir le chien et commencent à jouer avec lui. La jeune femme s'avance, se met devant Wayne et s'accroupit sur le sol.
Elle n'a pas l'air de s'inquiéter pour son jeans qui est très propre. Pour son jeans qui est très propre, elle n'a pas l'air de s'inquiéter. Elle se met dans la boue, s'agenouille, et donne alors une balle de tennis. Les deux garçons ont une balle de tennis en main, regardent la jeune femme. Le chien les regarde. Les deux garçons lancent la balle, et le chien part la chercher. Il ramène les deux balles de tennis, d'abord à Wayne, ensuite à Chad. Chad regarde Wayne et sourit. Wayne lui dit « Dans de la chance ». Je crois que c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Il l'appelle dans de la chance tout le temps. Chad réfléchit, assis par terre. Assis par terre, il réfléchit. Et il dit « Wayne, viens t'asseoir à côté de moi », sortant lui son zippo. Sortant lui de sa poche droite devant. De sa poche droite devant, de la poche de son jeans à l'avant, il sort son zippo. Il l'allume. Et lui vient s'asseoir à côté de lui, juste contre la voiture. Juste contre la voiture de la propriétaire. Juste contre la voiture de la propriétaire de la ferme, de la propriétaire du refuge. Ils s'asseyent tous les deux, devant la voiture de la psychologue. Ils regardent et ils commencent tous les deux à jouer avec leurs hippos. La flamme sort, mais la flamme est plus grande. La flamme est plus grande chez Chad que chez Wayne. Chez Wayne, la flamme est plus petite. La flamme est plus petite chez Wayne et plus grande chez Chad. Ils jouent avec leurs hippos. Ils l'éteignent, le ferment, l'ouvrent, l'éteignent, l'allument, le ferment et l'ouvrent. Ils le gardent, le ferment et le gardent en main fermement. Les mains dans la terre, les mains dans la boue. Ils essuient leurs mains sur leurs jeans, se lèvent, reprennent les balles qui sont cachées entre les racines des arbres, et ensuite vont regarder le chien. Ils vont à côté du chien, le caressent entre les oreilles, en dessous des oreilles, juste derrière, sur son dos. Ils lancent la balle et le chien va la chercher. Ils s'asseyent par terre, le chien ramène la balle. Ils sont là pour un après-midi. Ils sont là pour un après-midi pour jouer avec le jeune chien. La jeune dame récupère les balles. Ils rentrent dans la voiture et regardent à l'extérieur par la vitre. Le paysage défile. Une fois arrivés au centre, il y a une grande demeure noire qui se présente juste devant eux. Arrivés au centre, il y a ce grand château, cette grande demeure noire et cette petite maison qui se présente juste devant eux. Une petite maison noire de briques noires et un grand château de briques anciennes. Une fois revenu au centre, Chad est en train de regarder des dias. Il regarde des diapos. Il regarde des diaporamas, couché sur son lit, à la lumière de la lune. À la lumière de la pleine lune, il regarde des diaporamas. Dehors, le ciel est noir. Si noir que ça paraît un miroir. Si noir que ça pourrait paraître être un miroir. La lune est ronde. Chad est sur son lit et regarde les diaporamas. Entre les rideaux qui sont entr'ouverts, il y a la lumière de la lune, plus forte que jamais. Elle passe, et lui regarde les diaporamas, concentré, assis contre le mur. À côté de lui, il y a Wayne qui vient voir. Il lui dit c'est quoi, s'installant contre lui. Il regarde les photos. À côté, il y en a toute une boîte. Wayne s'installe et prend alors son zippo. Il commence à jouer et regarde la flamme. Il pose le sien, le ferme, le met sur le côté, prend la lampe. Il prend la petite lampe de chevet, l'allume, la tient avec sa main droite. Avec sa main gauche, il se serre dans la boîte, regarde un diaporama. À côté de lui, Chad ne prête pas attention. Il reste là et regarde le diaporama.
Il va fermer les rideaux et ensuite s'assied contre son lit. Il prend un livre, la pile de livres qu'il y a à côté. Il prend un livre sur la pile de livres qu'il y a à côté. Il y a 4 livres. Un blanc, un bleu et un noir. Un bleu marine, un bleu marin très foncé. Un noir. Le blanc est tout petit. C'est un tout petit livre de notes, dans lequel il écrit certains mots. Les pages ne sont pas plus grands que ses doigts. Les pages ne sont pas plus grands que ses doigts. C'est un petit livre de notes. Le signet n'est pas plus grand que son ongle. Le signet n'est pas plus grand que son ongle, et les pages ne sont pas plus grands que ses doigts. Il a un petit stylo, un petit fusain, pour faire de petits dessins, et pour écrire de petites notes, un petit stylo. Il y a quelques gouttes d'encre dans un tout petit pot juste à côté. Il lit son livre, et Wayne lui dit « Est-ce que je t'ai dérangé ?» en pliant ses jambes sur le sol, en s'installant à côté de lui. Il prend son zippo dans sa poche arrière, l'ouvre, l'allume, regarde la flamme, passe sa main au-dessus. Et il lui demande « Tu fais quoi ?» Il lit son livre, Chad ne prête pas attention, passe la page. Il lit le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, regarde les virgules, les points et les intonations. Il regarde les virgules, les points et les intonations, pendant que Wayne, à côté, est en train de regarder ses yeux bouger de droite à gauche et de gauche à droite, pendant qu'il est en train de regarder ses yeux, qui sont en train de descendre les pages, descendre les lignes, et pendant qu'il est en train de regarder ses yeux qui s'arrêtent de bouger quand il tourne une page. Il ferme son livre, le pose sur le côté, se remet sur son lit et va à la fenêtre. Il ouvre les rideaux, regarde la pleine lune. Un nuage noir passe juste devant. Pendant un moment, une petite minute, comme une éclipse, l'hôpital est plongé dans le noir. Le centre, pendant une minute, est plongé dans le noir parce qu'un nuage noir est passé devant la pleine lune. La pleine lune éclairait le centre. La pleine lune éclairait la statue. La pleine lune éclairait la statue avec les ailes déployées. Et pendant une minute, le centre était plongé dans le noir. On ne pouvait plus rien voir, parce qu'un nuage est passé juste devant. Wayne arrive derrière et éclaire son visage, la moitié de son visage avec un zippo allumé. Il le garde allumé et se retourne vers la chambre. Les lits sont plongés dans l'obscurité, proche de la porte. Il y a une femme qui rentre à l'intérieur et qui dit que c'est l'heure de se coucher. Il ferme le zippo, se met dans son lit, comme Wayne et comme Chad. Ils se regardent, se disent bonne nuit et se tournent vers le mur. Il y avait des fois où j'avais l'impression que je ne pouvais plus sortir de là, que c'était impossible. Et puis un soir, tu m'as emmené à la bibliothèque. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu t'es levé et tu t'es mis sur une chaise. Tu t'es levé, tu t'es mis sur une chaise, tu m'as emmené à la bibliothèque. Ce soir-là, je n'y croyais plus. J'avais le visage effacé. J'avais les yeux effarés, les larmes dans les yeux. Tu m'as regardé, tu as levé ma tête. En t'appuyant un peu contre moi, tu as pris un livre, tu l'as posé par terre, parce que j'étais déjà par terre. J'ai levé les yeux pour avoir une once de lumière en regardant les lampadaires. Pour avoir une petite once de lumière pendant un instant, pendant une seconde. J'ai regardé les lampadaires. Tu as tourné 2 pages, 3 pages, 4 pages. À côté de moi, tu as lu quelques chapitres. Je t'entendais lire à voix basse. Je t'entendais lire à voix basse, tu lisais quelques chapitres et tu m'as regardé. Tu as dit ici, là, en pointant du doigt. J'ai regardé et j'ai dit quoi? Ici, là, en pointant du doigt exactement là où toi tu l'avais pointé. J'ai regardé la lumière une nouvelle fois. Quelqu'un est entré, a pris un livre et a dit « Ne vous dérangez pas pour moi ». On l'a tous les deux regardé et on n'a rien dit. On a continué. Tu m'as expliqué que c'était une sortie. Tu m'as expliqué que c'était un passage. Je t'ai demandé quel genre de livre c'était.
Tu m'as répondu ni encyclopédie, ni roman noir, ni roman à l'eau de rose. Tu m'as dit que ce n'était ni un roman à l'eau de rose, ni un roman noir, ni un roman policier, ni un roman, ou encore moins un livre de poche. Tu m'as dit que ce livre, c'était un manuel. J'ai regardé ce manuel, je l'ai tourné. Il était écrit « Manuel de l'hôpital ». Il était écrit « Manuel de l'hôpital »,« Manuel du centre ». J'ai regardé et je t'ai demandé où est-ce que tu l'as trouvé. À mon avis, certainement pas dans les armoires. J'ai regardé les armoires et les armoires, c'était des romans, des livres ou alors des encyclopédies. Des encyclopédies, des livres qui parlaient d'auteurs, de grandes personnes. Des livres qui parlaient d'auteurs ou d'autrices, ou alors de personnes qui étaient connues mondialement. Il y avait des encyclopédies sur la nature, il y avait des encyclopédies sur tout et rien, sur tout et n'importe quoi. Et tu as dit que non, tu ne les avais pas trouvés dans les romans, encore moins dans les romans noirs, encore moins dans les romans à l'eau de rose, et encore moins dans les romans qui sont les romans d'horreur. Alors je t'ai dit, mais où ça enfin? Tu as montré une armoire et une autre armoire qui étaient l'une contre l'autre, dos à dos. Et tu as dit, je les trouvais juste entre. Elles étaient dos à dos et il y avait quelque chose qui dépassait. J'ai trébuché dessus, je me suis rattrapé avec mes mains. Et là j'ai vu un gros livre tout poussiéreux. Je l'ai pris. J'ai enlevé la poussière avec mes mains. Et j'ai ouvert. J'ai vu Manuel de l'hôpital. Il était dissimulé là, peut-être pour pas qu'on le trouve. Je me suis assis à côté de toi et j'ai commencé à faire craquer mes doigts nerveusement. J'ai fait craquer mes doigts nerveusement, je me suis assis à côté de toi. Tu m'as pris le poing, tu m'as pris le deuxième poing, tu m'as serré les mains et tu m'as dit arrête. J'ai arrêté et je me suis frotté les mains nerveusement. Tu m'as pris les mains, tu m'as dit arrête. Tu as caché mes deux mains en dessous de ma jambe et tu as dit tends les jambes et pose tes mains sur le sol. Ce que j'ai fait. À cet instant-là, j'ai commencé à lire la même page que toi. J'étais derrière les mots que tu lisais, derrière les phrases que tu lisais, avec la même intonation. Avec la même intonation, j'étais derrière les phrases que tu lisais, derrière les mots que tu lisais. Et tu me regardais tout en souriant. Et la lumière commençait de plus en plus à disparaître, mais aussi de plus en plus à apparaître. Et tu as dit que c'était notre porte de sortie, notre issue de sortie. Il y avait un plan tout à l'arrière. Tout à l'arrière, il y avait un plan, tu me l'as montré. Un point rouge pour dire qu'on était là. Un point noir pour la sortie. Un point blanc, un cercle plutôt. Comme les pages étaient blanches, c'était plutôt un cercle tout fin. Un point noir pour la sortie, pour l'issue de secours. Un point rouge pour l'issue de secours. Et un deuxième point rouge pour montrer là où on était. Tu as sorti un crayon et pas un stylo, et tu as fait une croix. Tu as commencé à tracer un passage. Tu m'as dit que c'est celui-là qu'il fallait emprunter. Je t'ai regardé. Et j'ai dit, maintenant on va suivre mes règles. J'ai regardé dans le vide, dans le fond du couloir. Dans le fond du couloir, j'ai regardé dans le vide. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit, qu'est-ce que tu regardes? J'ai été près d'un miroir qu'il y avait juste à côté d'une porte. J'ai pris le miroir, je l'ai détaché. Je t'ai demandé, aide-moi. Tu as été chercher un pied de biche. Tu as été chercher un pied de biche. Quand je t'ai demandé, aide-moi, tu es d'abord resté paralysé, figé. Tu me regardais essayer de l'enlever. Je crois que tu regardais les clous, les vis, ce qui attachait le miroir au mur. Tu ne me l'as pas tout de suite dit, mais ensuite je t'ai dit aide-moi. Là, tu es parti chercher un pied de biche. Quand tu es revenu, tu as frappé dessus. Je l'ai enlevé, je l'ai frappé au sol. Plein de fragments se sont fragmentés. Plein de fragments sont tombés, après s'être fragmentés par terre. J'en ai pris un qui faisait plus ou moins la taille de mon poignet et de ma main. Je suis rentré dans la chambre et j'ai dit « Passe-moi vite un de tes vêtements ». Tu m'as donné un de tes t-shirts blancs, comme ça, sans hésitation.
Tu t'es retourné, tu me l'as donné, et tu t'es assis à côté de moi. Les jambes croisées, tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais. J'ai déchiré ton t-shirt et tu m'as regardé. J'ai passé le tissu autour de ma main, comme si c'était du bandage. Comme si c'était du bandage, j'ai passé le tissu autour de ma main. Ensuite, j'ai pris un morceau qui était par terre. Je l'ai regardé, passant mon doigt juste dessus pour voir s'il était assez acéré. Il était acéré, assez acéré quand je l'ai pris. Et ce morceau que j'avais pris par terre, ce morceau de miroir, j'ai passé du tissu autour. Ensuite, avec ma main, qui était couverte de tissu, un t-shirt déchiré, j'ai pris le tissu qui restait et je l'ai entouré autour, pour me faire un couteau clandestin. Une fois dans le couloir, j'ai dit « Reste derrière moi ». Tu es resté derrière moi, sans me tenir les épaules, sans me tenir les côtes. Sans me toucher les côtes, sans me tenir les épaules, juste en me regardant, tu es resté derrière moi. Je t'ai fait la même chose, j'ai passé un t-shirt autour de ta main, après l'avoir déchiré. Après l'avoir déchiré, j'ai passé un t-shirt autour de ta main. Ensuite, j'ai pris un autre morceau qu'il y avait par terre, un fragment. Je te l'ai donné, et je t'ai dit, serre-le bien fort. Je te l'ai dit en te regardant dans les yeux. En te regardant dans les yeux, je t'ai dit, serre-le bien fort, en serrant ton poing, en serrant tes mains. Tu avais du tissu autour de la main, autour de la paume pour ne pas te couper, et autour des doigts. Je t'ai donné ce fragment et tu l'as bien serré. Je t'ai mis du tissu autour, comme pour te faire un couteau. Et chaque personne qui voulait nous arrêter, qui se mettait les pieds fermes au sol, qui se mettait juste devant nous, les pieds fermes au sol, les jambes fléchies, avec les bras vers l'avant, pour pouvoir nous arrêter. Ils avaient une arme à la main. Ils avaient une batte à la main, un genre de batte de baseball. Un genre de batte de baseball, ou alors un genre de bâton pour frapper. Un genre de bâton pour frapper, ou alors un genre de batte en métal qu'ils avaient tous. Un gardien qui a été vers nous avait l'air plus méchant que les autres. Il laissait traîner la batte qu'il avait en main. La batte de baseball en métal qu'il avait en main, il la laissait traîner comme si c'était une arme. Comme si c'était une arme, il la laissait traîner par terre. Un genre de batte de baseball abîmée depuis très longtemps, avec un manche en cuir noir. Je l'ai regardé, il s'est avancé, et il a dit que je ne devais plus bouger. Je t'ai fait un signe, et tu ne l'as pas écouté. Évidemment, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, ne pas l'écouter et continuer. Tu l'as frappé à la jambe, je suis passé par en dessous. Je t'ai regardé, je t'ai fait un clin d'œil, signe que tu devais me rejoindre, et derrière la porte, tu m'as rejoint. Tu m'as rejoint derrière la porte, j'ai fermé la porte et j'ai coincé la porte avec une chaise que j'avais trouvée sur le côté. Je les ai regardés, faisant le tour par une autre porte, et ils ont essayé de nous rejoindre. J'ai regardé dehors et on a sauté par-dessus. Par-dessus la fenêtre, on a sauté après que j'ai regardé dehors. J'ai regardé l'escalier, on a sauté par la fenêtre et on a pris l'escalier de secours. C'est la nuit venue qu'on a échafaudé un plan. La nuit venue, on a échafaudé un plan. On a échappé au pire et on a échafaudé ce plan. Partout par terre, il y avait des feuilles blanches et moi, occupé et concentré. Occupé et concentré, je dessinais. Je dessinais des couloirs, je dessinais l'extérieur, l'arbre tout au fond. Il y avait cette salle avec à l'intérieur que des baignoires. Cette salle avec que des baignoires à l'intérieur, je l'imaginais dans ma tête. J'imaginais la morgue avec les frigos sur le côté. Un frigo fermé, un deuxième frigo fermé. Une note avec la date de la mort, la date du décès. Comment est-ce qu'il est mort? Le nom, l'âge,
de la personne, et j'imaginais ça. C'était un hôpital, mais en même temps, c'était un centre. Je dessinais les couloirs les uns à côté des autres. Il y avait les couloirs les uns à côté des autres. Toi, pendant ce temps, tu étais sur ton lit, avec un livre qui te montrait plusieurs plans différents. Le livre te montrait plusieurs plans différents. Tu ouvrais le livre à certaines pages, la 61, la 62, la 63, la 64, la 65, la 66 et la 67. Tous ces plans différents les uns des autres. Tu les avais recopiés sur des feuilles calques. Sur des feuilles calques, tu les avais recopiés. Tu t'es mis à côté de moi et tu m'as regardé dessiner un plan de tête. De tête par rapport à ce que j'ai vu quand on a couru dans les couloirs, par rapport à ce que je me souvenais. On avait couru tout droit, à gauche, à droite. Tu m'as vu faire toute une ligne. Tu m'as vu faire toute une ligne avec une flèche qui allait tout droit, une flèche qui allait à gauche, une flèche qui allait à droite, une devant, derrière, une à gauche, à droite. Et tu me voyais faire toute une feuille entière, ligne après ligne, avec gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Tu m'as demandé ce que c'était, en prenant une feuille. En prenant une feuille, tu m'as demandé ce que c'était. Je t'ai regardé, j'ai tendu la feuille, je l'ai tenue devant toi. Et je t'ai expliqué que c'était ce que je me souvenais des chemins qu'on avait pris. Qu'il fallait d'abord aller tout droit. Il fallait d'abord aller tout droit. Ensuite tourner à gauche. Ensuite tourner à droite. Ensuite, un peu plus loin, il fallait continuer tout droit. À chaque fois, il y avait des numéros à côté des flèches. Les flèches que j'avais dessinées, il y avait chaque fois des numéros. J'avais écrit tout droit pendant 300 pieds. J'avais écrit ensuite on tourne à gauche et puis on continue à gauche pendant 400 pieds. Il était écrit d'aller tout droit vers le nord, dans l'aile sud. Vers le nord, dans l'aile sud, à l'arrière de l'hôpital, il était écrit aller tout droit et j'avais écrit à côté pendant 400 pieds. Ensuite, j'avais écrit pendant 10 pieds, après plus loin, tourner à droite. C'était un peu comme un GPS, mais sur feuille. Il n'y avait que des flèches, et à côté, 300 pieds, 400 pieds, 500 pieds, 100 pieds, 10 pieds, 20, 21 pieds, 23. Ça dépendait de combien de pieds j'avais calculé. Je n'avais pas calculé en mètres ou en centimètres, non. Je n'avais pas calculé en temps ou en heures. J'avais calculé ça en pieds. Je me disais que c'était plus facile. Tu m'as regardé et tu étais avec ton zippo. Contre la fenêtre, tu étais avec ton zippo. Et tu me regardais. Je calculais tout en pieds et en marge avec mes doigts écartés sur le côté. Je calculais. Une fois la feuille terminée, je t'ai demandé d'élaborer un plan, parce que je savais que tu avais une mémoire visuelle. Je savais que tu avais une mémoire visuelle, alors je t'ai demandé d'échafauder un plan. Tu m'as dessiné un plan, et par rapport au plan que tu avais, je l'ai mis par terre devant moi, et j'ai échafaudé un plan de sortie, avec la même technique que j'avais, avec les mêmes flèches. La psy est arrivée. Quand la psy est arrivée, elle s'est installée, croisant les jambes délicatement. Délicatement, elle croise les jambes. Elle s'est installée et a posé un carnet noir. Il y avait un carnet noir devant nous, fermé avec un élastique. Avec un élastique noir, fermé, ce carnet était sur le côté. Il y avait une mine noire, munie d'un petit crayon. Un petit crayon muni d'une mine noire, un bic noir et un stylo à l'encre noire, un encrier, un petit mouchoir en tissu blanc, et juste à côté, un feuille. Juste à côté, des feuilles, un bloc de feuilles.
Elle a pris son bloc de feuilles, l'a mis sur ses jambes croisées, a posé des questions, toutes plus inutiles les unes que les autres. Elle nous avait prévenu qu'au début ça nous paraîtrait inutile. J'ai levé les yeux. J'ai regardé la croix. J'ai haussé les épaules. J'ai tourné la tête à gauche et à droite, comme si je n'étais pas sûr de moi, pas sûr de l'endroit où j'étais. Elle m'a demandé si ça allait. J'ai tout de suite répondu oui, au quart de tour, sans même réfléchir. Sans même réfléchir, au quart de tour, j'ai répondu oui. J'ai décroché mon regard de la croix qui était au-dessus de moi. Je t'ai regardé, Wayne, et tu m'as dit « Ça va ?» en posant ta main dans mon dos. En posant ta main dans mon dos, tu m'as dit si ça allait. Je me suis senti rassuré, protégé. Je me suis senti rassuré et protégé, et j'ai tourné mon regard vers la fenêtre qui était ouverte. Les rideaux étaient fermés. Quant à elle, la fenêtre, elle était ouverte. Quant à eux, les rideaux, ils étaient fermés. J'ai regardé la psy, et la psy m'a demandé « Est-ce que ça va ?» Je l'ai regardé, et moi, sans même réfléchir, j'ai répondu « Et vous ?» lui relançant la question comme un retour de flamme. Lui relançant la question comme un retour de flamme, elle m'a dit « Ça va ?» Je lui ai répondu « Oui, et vous ?» Elle m'a regardé. Je ne savais même pas si elle écrivait ce que je venais de dire ou alors si elle écrivait tout simplement ce qu'elle pensait de ma réponse. J'ai opté plus ou moins pour le fait qu'elle écrivait ce que moi j'avais dit, ou alors peut-être même les deux. Peut-être même qu'elle écrivait ce que moi j'avais dit et qu'elle écrivait son ressenti par rapport à ce que j'avais dit. Un retour de flamme, comme j'avais dit. Tu m'as regardé, et ensuite, tu as regardé la fenêtre. Tu t'es levé et juste derrière ma chaise, tu as fait les 100 pas. Tu as fait les 100 pas derrière ma chaise, tripotant ta lèvre inférieure. Tu as fait les 100 pas derrière. La psy s'est levée et a posé son stylo noir avec de l'encre qui dépassait. Je savais qu'il y avait de l'encre qui dépassait parce que je l'ai pris en main. J'ai chipoté à son stylo pendant un long moment quand elle a parlé avec toi. Quand elle a parlé avec toi, j'ai chipoté avec son stylo pendant un long moment. Ensuite, j'ai arrêté. Je sentais quelque chose d'humide, quelque chose de liquide sur mes doigts. Pas du sang, mais j'avais l'impression que c'était du sang. La seule chose liquide, humide et chaude que j'avais sentie sur mes mains, c'était du sang. Là, j'ai regardé, c'était humide, liquide et froid. J'ai regardé, c'était de l'encre noire. Son stylo fuyait. Son stylo fuyait et je le savais, parce que je l'avais pris. Elle a repris son stylo, a essuyé, a regardé ses notes qui étaient toutes tachées par mes mains, parce que je les avais prises, je les avais lues, pendant que toi tu étais en train de marcher derrière, et qu'elle te posait quelques questions, un genou à terre. J'ai regardé par la fenêtre, et elle a reposé les questions. Elle s'est installée, juste devant, sur une chaise, elle s'est installée, elle a rapproché la chaise du lit, et elle m'a posé une question. Elle m'a regardé moi, et elle a dit « Comment tu estimerais ton statut ?» Je l'ai regardée, et quand elle a dit « Comment tu estimerais ton statut ?» je n'avais pas compris. Je lui ai posé la question « Quel statut ?» Elle a dit « ton statut relationnel. » J'ai regardé derrière moi. Je t'ai regardé toi, quand elle a dit « Comment tu estimerais ton statut relationnel ?» Je t'ai regardé toi et j'ai dit « Je sais pas, ami. » Elle a levé la tête, déposé son carnet. Elle n'a pas écrit, elle a rien dit. Elle s'est juste rapprochée, un genou à terre. Elle s'est mise devant moi. Et elle a dit « Je suis psy, tu peux tout me dire, c'est ma formation. Je suis là pour ça, dis-moi tout. » Alors, j'ai été devant toi. Wells. Wells, j'ai été devant toi, je t'ai regardé. J'ai mis ma main en dessous de son t-shirt. J'ai été devant Wells. J'ai mis ma main en dessous de son t-shirt. J'ai gardé ma main en dessous de son t-shirt, sur son pectoral et sur son épaule. Je l'ai embrassé et j'ai mis ma main sur ses côtes. J'ai mis ma main sur ses côtes après avoir mis ma main en dessous de son t-shirt et après l'avoir gardé sur son pectoral, après l'avoir gardé sur son épaule. Je l'ai embrassé et je me suis tourné vers la psy. J'ai dit « Voilà comment j'estime mon statut. »
et je suis resté à côté de toi. Elle n'a rien dit et elle est juste sortie. Le lendemain, un homme de la maintenance est venu. Il s'est approché délicatement, sans trop prêter attention au fait qu'on soit là. Sans trop faire attention au fait qu'on soit là, il s'est approché. Il avait une caméra en main et un pied. Un pied en main, une caméra, un appareil photo. Je l'ai vu les installer. Il avait installé l'appareil photo sur le mur, la caméra sur son pied. Il avait déplié le pied et l'avait posé par terre. La caméra était juste en face de moi, juste devant la fenêtre. Il m'a juste répondu que c'était le meilleur angle. Je l'ai regardé faire. Il reliait des fils, des câbles, qui étaient tous bleu marine, gris, blanc, noir ou alors foncé. Gris, blanc, noir, vert, vert foncé, ou alors bleu marine. Tous ces câbles étaient reliés. Il a déposé une petite clé USB par terre que j'ai regardée. Je ne l'ai pas prise, parce qu'il était écrit confidentiel dessus, sur un papier collant blanc. Je n'ai pas regardé, il y avait une autre clé USB. Celle-ci, je ne l'ai pas regardée. Celle-ci, contrairement à l'autre, je ne l'ai pas regardée. Pas assez longtemps pour pouvoir la prendre. La première, il était écrit confidentiel. La deuxième, il était écrit clé USB. Dessus, il était écrit copie. Copie, et j'ai regardé. Il était écrit copie avec un Y. D'habitude, j'ai pour habitude de voir le mot copie écrit avec un I. Je n'ai fait attention qu'à ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai levé les yeux et j'ai regardé la croix. J'ai regardé la croix en levant les yeux. La seule chose qui m'a percuté, la seule chose qui a percuté mon attention, c'est la disparition des clés USB. La première sur laquelle il était écrit USB copie avec un I, et la deuxième sur laquelle il était écrit confidentiel. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai dessiné ces deux clés par terre, sur une feuille. Sur une feuille, avec mon bic, je n'arrêtais pas de repasser sur les traits que j'avais déjà faits. J'avais certainement déjà fait ces traits une centaine de fois, mais j'arrêtais pas de repasser dessus. J'avais dessiné les clés USB, l'intérieur, l'extérieur. Même, j'avais essayé d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir dessus. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux, si confidentiel, au point de le laisser sur le côté et de ne pas y toucher. Au point de le laisser sur le côté, au point de ne pas y toucher, au point de ne plus y faire attention. Qu'est-ce qui pouvait être si confidentiel? Et je n'arrêtais pas d'y penser. Je n'arrêtais pas de la dessiner plein de fois. Alors quand j'ai ouvert mon carnet le lendemain, après m'être endormi vers 3h08 du matin, j'ai regardé plein de clés USB sur lesquelles il était écrit confidentiel. Plein de petites clés USB noires sur lesquelles il était écrit USB copie. J'ai regardé, je me suis dit qu'est-ce qui avait pu être copié. La caméra était là et avait filmé le moindre de nos faits et gestes pendant la nuit. Et je me demandais qu'est-ce que c'était que cette expérience. Une jeune femme est arrivée, une psychologue. Elle est restée debout et elle nous a observés dans un coin de la pièce sans rien dire. Elle n'avait ni carnet de notes, ni carnet en cuir, ni mallette. Ni mallette, ni carnet de notes, ni carnet en cuir. Je l'ai regardée et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je suis resté fixe, je l'ai regardé. Ni carnet, ni mallette, ni carnet en cuir. Encore moins de portefeuille. Encore moins de portefeuille. Encore moins quelque chose pour porter ses feuilles ou des porte-documents. Elle n'avait rien, pas de porte-documents, pas de valise, rien. Elle est arrivée seule. Elle avait elle et tout ce qu'elle avait à dire. Elle est arrivée seule avec son équipement. Rien d'autre qu'un bic dans la poche. Rien d'autre qu'un bic, un foulard rouge et un... Rien d'autre qu'un bic, un foulard rouge, un GSM, un smartphone dans la main. Et rien d'autre qu'un mouchoir blanc en tissu à la main. Elle est restée là, elle nous a observés pendant quelques minutes. Je suis resté en face d'elle une bonne heure, à la fixer. J'essayais de la déstabiliser. Je me demandais ce que c'était encore que cette expérience,
C'était une expérience de vidéo. Ensuite, notre autre psychologue est arrivée dans la pièce. Elle a dit que c'est une expérience vidéo pour pouvoir voir comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on parle et ce qu'on fait dans la chambre, parce qu'on est épié et surveillé en permanence. Caché derrière la cuve à mazout, je t'ai pris le visage. Je t'ai pris le visage, caché derrière la cuve à mazout. Je t'ai embrassé. Je t'ai embrassé et je t'ai pris le visage. Je t'ai regardé et j'ai dit « Prends mon suite à capuche noire, je vois que tu as froid. » Quand je t'ai dit ça, tu m'as souri. Ensuite, je t'ai embrassé une deuxième fois. Tes lèvres étaient froides. Tes lèvres étaient froides, je t'ai embrassé une deuxième fois et j'ai dit « Prends mon suite à capuche noire. » Je te l'ai mis sur les épaules, tu l'as mis, et j'ai vu que tu le tenais. Il n'était pas fermé. Tu n'avais pas fermé la tirette, il n'était pas fermé. Tu le tenais simplement sur toi, fermé, sur tes épaules. La capuche sur tes cheveux. Tu laissais dépasser une mèche de cheveux. J'ai regardé tes yeux verts, et je t'ai dit, de toute façon, il te va mieux à toi que à moi. J'ai dit qu'il t'allait mieux à toi qu'à moi, et j'ai regardé mon pull sur toi. Ensuite j'ai haussé les épaules. Je t'ai gardé avec moi. Je t'ai gardé sous mon bras, et je sentais que dans ta nuque, tu avais chaud. Je suis parti un peu plus loin, et on s'est caché derrière la cuve à mazout. Là il faisait chaud. Faisait très chaud. Tu es resté avec moi, et les brancardiers sont passés. J'avais des marques de fouet, J'avais des marques de fouet, des marques de lacération, des marques de coupure à la main. Des marques de coupure, des marques de lacération, des stries. J'avais des stries à la main, des marques de coupure qui étaient toutes parallèles. Elles étaient toutes parallèles, les unes à côté des autres, se rapprochant de plus en plus. Se rapprochant de plus en plus, se rapprochant de plus en plus de mon poignet, de plus en plus parallèles, des stries de plus en plus larges, de plus en plus ouvertes, et puis de plus en plus petites, plus elles allaient vers mon poignet, plus elles allaient vers ma main, plus elles étaient petites, plus elles étaient fermées. Ça faisait mal. Tu m'as regardé, et tu as dit « Viens, on s'en va ». J'ai couru et je t'ai rejoint dans la chambre. Je t'ai rejoint dans la chambre, t'as fermé la porte derrière moi. On a cassé les vidéos. On a pris les 2 clés USB qui étaient restées là. Pendant tout ce temps, je ne les avais pas vues. Pendant tout ce temps, je ne les avais pas vues. Tu as pris les 2 clés USB, tu les as gardées avec toi. Te faisant un signe de la tête, j'ai pris une photo de toutes les personnes qui travaillaient ici, de tout le corps médical. Avec un fil, j'avais cousu la bouche de chaque personne. Ça m'avait pris quelques minutes. Quelques minutes, ça m'avait pris de coudre la bouche de toutes les personnes. J'ai montré cette photo à la vidéo. À la vidéo, j'ai montré cette photo. J'ai arrêté la vidéo et ensuite, la caméra a fait un petit bruit qui ne s'est pas trop arrêté. Il ne s'est pas trop arrêté ce petit bruit. C'était un bruit répétitif, avec une lumière rouge. Tout s'est arrêté soudainement. On est passé par la porte. Et je t'ai regardé. On a couru dans la forêt. Les brancardiers nous ont rattrapés. Ils nous ont ramenés à la chambre. La chambre était close, fermée, dans le noir. La croix n'était plus au plafond. Plus rien n'était accroché. Plus que des posters noirs, sur lesquels il y avait des photos du corps médical. À quoi penser? À quoi bon? À quoi penser, je me le demandais. À rien. Il y avait des photos du corps médical, des psychologues, les personnes qui nous voyaient, les personnes qui nous parlaient, les personnes qui organisaient les réunions, les médecins qui venaient, les infirmières, tous là. Je m'amusais à les lacérer, à faire des stries dessus, des petites coupures sur les visages, à effacer les visages. Je me sentais observé, vraiment très observé. Je me sentais vu, regardé, épié, observé, comme si une caméra ce n'était pas assez. J'ai cassé la caméra, cassé l'objectif de la caméra.
Je l'ai pris, caché dans un coin et mis sous une couverture. Je me suis endormi, à côté de toi. Ça me suffisait. Et je suis resté là. Un long moment, un bon bout de temps. Tu m'as regardé. Tu regardais mes yeux bleus pendant que toi je regardais tes yeux verts. Ensuite, quand le soir est venu, il faisait entièrement nuit et entièrement noir, comme si la caméra n'avait jamais été là. On a marché jusqu'à une salle de laboratoire. Arrivé à la salle de laboratoire, je t'ai dit « cherche un récipient vide ». Tu as cherché un récipient vide et ensuite tu m'as donné une sorte de canette. Tu m'as donné une sorte de canette vide, une canette dans laquelle il devait y avoir du soda. Il y avait encore l'étiquette toute rouillée dessus. Et tu m'as donné cette vieille canette vide. Je l'ai regardée et j'ai dit « parfait ». Ensuite, je t'ai demandé d'aller chercher un couteau. Tu as été chercher un couteau. De la cuisine jusqu'au laboratoire, tu es revenu avec un couteau. Tu me l'as donné. Je l'ai ouvert en dessous et je l'ai ouverte au-dessus. J'ai enlevé le dessus et ensuite j'ai enlevé le dessous. Avec du papier aluminium et avec même du métal, j'ai fait ce que je pouvais pour créer un dessus et un dessous un peu plus solide. J'avais créé une surface en aluminium, comme un bouchon, comme quelque chose qui se ferme. Comme un bouchon, comme quelque chose qui se ferme, comme un dessus. En aluminium, j'avais créé la surface. En métal un peu plus solide, j'avais essayé de consolider tout. Tout ça, je l'avais mis autour. Tu as ramené un chalumeau. Et j'avais fait fondre tout autour. Tout autour, j'avais fait fondre au-dessus, avec un chalumeau, avec de la fonte. Avec de la fonte, j'avais fait fondre au-dessus ce que j'avais créé, la surface en métal. La surface en métal, je l'avais fait fondre avec le chalumeau, avec les feux, avec le feu. Avec le feu, le chalumeau que tu as cherché, avec la fonte en métal. J'avais tout fait fondre et j'avais créé un récipient en métal. Dedans, il ne manquait plus qu'à mettre de la fumée. Ensuite, j'ai refermé tout. On était en train de créer un fumigène. Dehors, il pleuvait. Pendant que les PC étaient allumés sur le côté, il y avait 3 PC. Pendant que les PC étaient allumés sur le côté, j'étais en train de créer de la vapeur. Je créais de la vapeur. J'étais en train d'essayer de créer de la fumée. De la fumée qui pouvait être assez toxique pour pouvoir rentrer dans les poumons. Avec tous les composants, toutes les matières et tout ce que je pouvais connaître. J'avais réuni toutes mes connaissances et tout ce que je pouvais connaître, tout ce que je pouvais savoir en chimie pour créer une matière assez forte, pour pouvoir créer une fumée de plastique blanche assez toxique pour pouvoir rentrer dans les poumons. Tu étais occupé de regarder les caméras, voir si les rondes des infirmières étaient toujours les mêmes. Elles étaient toujours restées les mêmes. Ensuite, nous sommes sortis. Un peu plus loin, il y a une infirmière qui nous a demandé si on était en train de rejoindre nos chambres. Elle nous a demandé d'abord si on avait quitté nos chambres. Je l'ai regardée, j'ai fait un signe de la tête. Elle a éteint sa lampe et a continué sa ronde, sans sa lampe. Elle a continué sa ronde sans sa lampe quand je lui avais dit qu'on avait quitté nos chambres, juste pour pouvoir aller aux toilettes un instant. Elle a regardé derrière, a levé les épaules et a haussé la tête. D'un air satisfait, elle a continué. On est rentré un peu plus loin, et il y avait une deuxième infirmière qui avait dit « Rejoignez vos chambres ». Je l'ai vue, je l'ai regardée. Je l'ai vue, je l'ai regardée. Elle n'a fait aucun commentaire. J'ai simplement dit qu'on était perdus. Elle nous a ramenés à nos chambres. Mais un peu plus tard dans la nuit, j'ai rejoint là où on était. La salle. La salle où on fabriquait les fumigènes. La salle où on fabriquait les fumigènes. Je l'ai rejoint un peu plus tard dans la nuit. Toi, tu dormais en dessous des PC dans cette salle-là. Dans cette salle-là, cette salle du centre, toi, tu dormais juste en dessous des PC. Tu y avais installé un lit,
Tu y avais installé un matelas, un lit, un sac de couchage et une couverture que t'avais pris. Tu dormais en dessous et tu surveillais les rondes des infirmières. J'étais parti seul, en solitaire, en cavalier seul. J'étais parti en solitaire, en cavalier seul. J'étais en cavale. Pendant ce temps, toi tu surveillais les rondes et tu me voyais sur les écrans. Quand je suis revenu, j'ai continué le fumigène. Je l'ai lancé. Quelques minutes après, j'ai lancé le fumigène dans un couloir. La fumée s'est répandue et tout le monde est tombé à terre. Tout le monde s'est mis par terre par réflexe de survie. Mais ensuite, tout le monde était à terre, comme des mouches mortes. Le fumigène avait fonctionné. J'avais réussi. À minuit pile, je t'ai demandé de tout éteindre. Éteindre toutes les lampes. Dans la chambre. Dans la salle. À minuit pile, tu as éteint les PC. Tu t'es dirigé en courant vers la chambre. Et dans la chambre, tu as éteint les lampes. Tu as fait les lits comme si on était parti. Tu as refait les lits comme si on était parti, comme si rien n'avait déjà été habité. Comme si cette salle, comme si cette chambre n'avait jamais été habitée, comme s'il n'y avait eu aucun garçon à l'intérieur. Tu as fermé les lampes, fermé les rideaux, fermé les fenêtres. Ensuite, tu t'es dirigé vers les compteurs. Tu as tout éteint. Tu as plongé l'hôpital dans le noir. Tu as plongé le centre dans le noir. J'avais plus facile à me déplacer dans les couloirs. J'étais avec mon briquet. J'étais avec mon zippo allumé. Toi, tu m'as rejoint dans le couloir. Tu m'as dit, suis mes pas. Alors j'ai suivi tes pas, tu avais marché dans de la terre. J'avais facile à regarder. Je n'avais qu'à mettre le briquet presque au sol, au niveau de mes chaussures. Et je voyais des empreintes de pas que je devais suivre. Il n'y avait personne, tout le monde était sur le toit. Tout le monde était sur le toit pour chercher les compteurs de secours. Tout le corps médical était sur le toit et j'entendais les pas au-dessus de moi. Des pas de personnes paniquées. J'entendais des pas de personnes paniquées et des voix de personnes paniquées. Le corps médical qu'il y avait au-dessus sur le toit était en train de chercher un compteur de secours. Il n'y en avait pas, il n'y en avait qu'un seul. C'est justement ça le plan. C'était tous les attirer sur le toit, au but de pouvoir rejoindre les compteurs, de te rejoindre toi. Dans la salle, après, j'ai vu qu'il y avait un pick-up. Celui-ci n'était ni électrique, n'avait ni le réservoir percé. Il fonctionnait tout simplement soit à l'essence, soit au diesel. Soit au diesel, soit à l'essence, il fonctionnait. De toute manière, on a grimpé dedans. J'ai ouvert la porte, tu es rentré. Tu as fermé ton zippo, j'ai fermé le mien, je l'ai mis dans ma poche, tu l'as mis dans la tienne. Je me suis mis au volant et j'ai appuyé sur les pédales. J'ai appuyé sur les pédales quand je me suis mis au volant, même si je savais que je ne savais pas conduire cet engin. J'ai regardé. Et j'ai vu en regardant dehors, un hôpital qui était plongé dans le noir. Au-dessus, il y avait plein de lampes. Tout le monde avait allumé son GSM. Tout le monde, tout le corps médical avait allumé son GSM. Les infirmières, les médecins de l'aile droite, les médecins de l'aile gauche, les médecins de l'aile de devant, les médecins de l'aile de derrière, tous les médecins, toutes les sortes de médecins, même les chirurgiens, même les femmes qui s'occupaient de nous, les femmes de la nurserie, les femmes de l'infirmerie, les femmes de la nurserie, les femmes de l'infirmerie, tous avaient allumé leur GSM, la lampe de poche. Elles étaient toutes coincées au-dessus, et moi j'avais allumé le moteur. J'avais la clé en main et je les regardais, leur faisant un signe de la fenêtre, même si je savais qu'ils ne me voyaient pas. Mais à un moment, j'ai vu un homme s'agiter sur le toit. Peut-être que c'était le directeur. Peut-être que c'était le directeur, enfin je ne voyais pas si c'était une femme ou un homme, mais peut-être que c'était le directeur, le gérant. Le directeur ou la directrice de cet endroit, de cet établissement, de ce centre médical. À mon avis, c'était lui ou c'était elle, avec son GSM en main, qui avait vu qu'il y avait une voiture qui démarrait, un gros pick-up noir. C'était un gros pick-up noir et juste à côté du gros pick-up noir qu'on faisait démarrer, il y avait une berline, une BMW. Il y avait une BMW noire, juste à côté. Juste à côté, cette série 5, cette BMW noire ne démarrait pas. Elle avait été percée.
Elle fonctionnait à l'essence, mais bon, le réservoir avait été percé. J'y ai jeté alors mon Zippo, et la voiture a explosé. Derrière l'explosion qui était béante et qui prenait tout le ciel. Derrière la grande explosion qui était béante, la voiture qui avait explosé, la carlingue. Devant, la voiture qui avait explosé, la carlingue, l'arrière, la calandre, et les vitres qui avaient explosé. Derrière l'explosion, j'avais pu me cacher. On avait quitté le pick-up et finalement on ne l'avait pas fait démarrer. On avait plutôt fait croire à quelqu'un qui partait. Alors, nous nous sommes cachés derrière l'explosion. Plus tard, quand le feu s'est éteint, quand la voiture a arrêté de brûler, la police a commencé à arriver. J'ai entendu les sirènes venir petit à petit. Petit à petit, j'ai entendu des sirènes venir vers l'hôpital, venir vers le centre hospitalier. Alors je me suis caché derrière les arbres avec toi. Je t'ai gardé très proche de moi, très proche de mes côtes, très proche de ma nuque. Je t'entendais respirer dans ma nuque. Je t'ai dit de te calmer. Je t'ai gardé près de moi, je t'ai dit de te calmer. Je t'ai embrassé pour te calmer. Tu as arrêté tout de suite de respirer. Tu as respiré beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. Et ensuite, nous sommes restés cachés là, avant que la police n'arrive. Et après qu'elle n'arrive. La police est arrivée et a fait descendre tout le monde. Tout le monde a été évacué. Et très vite, ils nous ont découverts dans les bois. Dans les bois, très vite, ils nous ont vus, dans une petite maison abandonnée. Une petite ruine. C'était une petite ruine d'une petite maison abandonnée. Ce n'était même pas une maison, ça avait la taille d'une niche pour chien. Un chien plutôt grand, et ça avait la taille d'une niche pour chien. Je ne sais même pas ce que c'était en réalité. C'était peut-être une construction toute simple, une petite chapelle, dans laquelle il n'y avait encore rien. Ce devait être ça, une petite chapelle dans laquelle il n'y avait encore rien. J'étais caché là avec lui, avec un semi-automatique en main. Avec un fusil semi-automatique en main avec un chargeur de 7 balles. Je le gardais contre moi. Et je te gardais contre moi. Il pleuvait cette nuit-là. Et je t'ai gardé, assis contre moi. Moi j'étais un peu à l'extérieur, j'avais une jambe tendue et une jambe repliée à l'extérieur. Ma jambe droite était mouillée, ma jambe gauche était redressée contre moi. Ma jambe gauche qui était redressée contre moi était sec. Toi, tu étais à l'intérieur. Comme tu avais froid, je t'ai dit, bah tiens, garde mon pull, garde ma veste. Tu as gardé ma veste, tu as gardé mon pull noir. La capuche dépassait de la veste. La veste était vert kaki. Un homme est arrivé, un homme de la police. J'ai tout de suite pensé qu'il allait nous faire du mal, mais il nous a pris. Il nous a emmenés jusqu'à une ambulance qui s'était garée juste en face d'une grande porte de garage, là où d'habitude les bus sortent et vont chercher d'autres détenus. Ce ne sont pas vraiment des détenus, mais des enfants qui ont commis des délits. Il nous a emmenés là, devant cette porte. Ensuite, je me suis assis, et j'ai dit que je ne rentrerais pas à l'intérieur, si toi tu n'y étais pas non plus. Ils t'ont fait rentrer par la porte sur le côté, la porte coulissante. Moi, à l'extérieur, ils m'ont fait rentrer par la porte qui s'ouvrait en papillon, sur le côté. La porte de l'arrière qui s'ouvrait en papillon sur le côté, sur lequel il était écrit ambulance. Ils m'ont fait rentrer là et ils m'ont fait asseoir là. Toi, tu es rentré à l'intérieur. Tu avais ma veste et tu avais mon pull, et tu es venu t'asseoir à côté de moi. Tu as dit que c'était quelque chose qui se terminait pour de bon, regardant au loin comme s'il y avait quelque chose à regarder, alors que mis à part ça, il n'y avait rien que le soir. Il n'y avait rien que le soir, la nuit, plongé dans le noir. Plongé dans le noir, il n'y avait rien que le soir à regarder, rien que les étoiles. Les étoiles qui d'ailleurs n'étaient presque pas là, mais illuminaient quand même la fin. Ça illuminait quand même la fin de ce qui s'est passé à l'intérieur. Toutes ces thérapies, toutes ces séances, les unes après les autres, toutes les voix de ces personnes qui résonnent encore dans ma tête. Toutes ces séances et ces thérapies qui sont terminées. Ces séances et ces thérapies qui sont terminées, enfin, elles le sont, toutes. Les thérapies, les séances, sont toutes terminées. Je t'ai regardé et j'ai dit, en me penchant vers toi,
En me penchant vers toi, j'ai dit « Qu'est-ce que tu regardes là-bas au fond ?» Tu as pointé du doigt, et j'ai vu qu'il y avait un grand nuage noir. Il y avait un grand nuage noir qui assommait la lumière de la lune. Ce grand nuage noir qui assommait la lumière de la lune, je l'ai regardé. J'ai regardé juste au bout de ton doigt. Je voyais ton ongle juste comme dans le nuage. Ton ongle était comme dans le nuage. J'ai fermé un œil et je t'ai regardé. Un policier est arrivé, a pris nos dépositions. Il s'est installé à côté de nous et a posé des questions. Encore un interrogatoire, j'avais en tête. J'avais en tête encore un interrogatoire, encore une fois. C'est pas possible. Autant de questions, autant de choses à savoir. On n'est que des enfants, on a peut-être commis un délit. T'as peut-être brûlé ta maison, t'as peut-être brûlé tes parents. T'as peut-être tué tes parents et brûlé ta maison. J'ai peut-être tué mon père. Mais autant de questions pour 2 petits-enfants. Autant de questions pour 2 enfants qui ont 11 et 9 ans. J'ai levé les épaules à chaque question. À chaque question, j'ai levé les épaules et j'arrêtais pas de faire comme si j'étais désintéressé. Je faisais ce petit bruit de la bouche. Je faisais ce petit bruit de la bouche entre oui et entre non. C'était un bruit qui était comme oui, mais comme non. Ça pouvait être les deux. C'était un bruit désintéressé, pas satisfait. Pas satisfait, désintéressé, ce bruit qui était entre oui et entre non. Je le faisais à chaque question. C'était comme une réponse universelle. Et toi, tu me regardais en rigolant, en regardant ce grand nuage noir qui étouffait la lune. Comme accroché à un mât. Comme accroché à un mât, je t'ai dit viens grimpe à l'antenne téléphonique. À l'antenne téléphonique qui était sur le coin, je t'ai dit viens grimpe. Je tenais en main une fusée de détresse. En main, j'avais une fusée de détresse et toi, sur ton dos, tu avais la sangle du sac à dos. Tu avais la sangle de mon sac sur ton dos et je t'ai dit viens grimpe. Tu as grimpé. Tu as gardé ta main accrochée à ma jambe. Chaque fois, tu mettais une main sur l'antenne téléphonique. Ensuite, pour savoir si j'étais toujours devant toi, parce qu'il faisait nuit noire. Parce qu'il faisait nuit noire, pour savoir si j'étais toujours devant toi. Tu mettais une main sur mon tibia. Tu t'accrochais à ma chaussure, puis en dessous de ma chaussure, à l'autre barre. Ensuite, tu mettais ta main sur l'antenne téléphonique. Et tu grimpais comme ça, toujours pour savoir si j'étais devant toi, en touchant chaque fois ou en effleurant ma chaussure ou en touchant mon tibia. Avec le sac sur les épaules, tu grimpais. Nous étions trempés, mouillés, parce qu'il pleuvait. En dessous, j'entendais les brouhahas, les bruits. C'était bruyant, tout le monde était évacué, tout le monde était en panique. Il y avait l'ambulance, il y avait la police, et quand la police a remarqué avec l'un des hélicoptères qu'on était en train de grimper, j'ai tendu alors la fusée de détresse. Elle s'est allumée. La fusée de détresse s'est allumée. Je l'ai tendue. Et il y a eu cette lumière rouge étincelante dans le ciel, plus les petites lumières blanches et les petites lumières jaunes. Plus les petites lumières jaunes et les petites lumières blanches qu'il y avait avec l'antenne téléphonique. Je me suis dit que j'allais rejoindre la petite lumière que je vois si petite du sol. Du sol, je la vois si petite, cette petite lumière rouge qu'il y a tout en haut de l'antenne téléphonique. Alors que quand je suis arrivé tout en haut, il y avait de la place pour se mettre assis à côté d'elle, et l'ampoule était géante, c'était comme assis sur un phare. C'était comme assis sur un phare quand je suis arrivé en haut. J'ai pris le sac et j'ai sorti la première fusée de détresse. Je l'ai allumée, je l'ai déclenchée. Je me suis mis tout au bord, presque comme si j'allais sauter. Évidemment, je n'allais pas sauter, je venais de grimper. Tu es arrivé à côté de moi, je t'ai dit assieds-toi, tu t'es assis à mes genoux. Tu te tenais à ma jambe, pas comme un enfant, mais tu te tenais pour savoir que j'étais là. Tu regardais en bas et il y avait plus de 400 à 500 mètres. Il y avait plus de 500, 400
ou peut-être 300 mètres en dessous de nous. Tu regardais, et ensuite tu as levé la tête. Tu m'as dit, à ton avis, il y a combien de mètres? Je t'ai regardé et j'ai dit, aucune idée, peut-être 400, 500. J'ai vu que ton regard s'est petit à petit détérioré. Ton regard s'est petit à petit détérioré. Tu avais un regard content, satisfait de ce que je faisais, satisfait de ce que tu faisais, satisfait dans la manière dont tu m'aidais. Mais petit à petit, quand je t'ai dit qu'il y avait 400, 500 mètres, peut-être même 600 ou 800 mètres de l'antenne téléphonique de en bas jusqu'en haut, ton regard a commencé à devenir flou. Il a commencé à se dévisager du regard que je connaissais, content et heureux. Ton regard est devenu de plus en plus froid, de plus en plus frigide, de plus en plus froid, de plus en plus rigide, de plus en plus paralysé par la peur, quand je t'ai dit qu'il y avait 500 à 600 mètres en dessous de nous. Alors que tu m'as dit que tu voulais être tout en bas, que tu voulais être sur le toit, je t'ai dit mais non, je n'ai pas encore brûlé la seconde. Alors j'ai brûlé la seconde. J'ai brûlé la seconde lampe, la seconde fusée détresse que je tenais fermement dans ma main, qui éclairait d'un rouge vif et intense tout le ciel noir, plus la lumière de la lune qui éclairait en dessous les voitures de police. Les voitures de police, les voitures de patrouille, les gros pick-up noirs et la grosse BMW noire, la berline noire qu'il y avait à l'arrière, étaient éclairées par les lumières de la lune. Tout ça, les voitures de patrouille, les voitures de police, éclairées par la lumière blanche de la lune, une lumière si blanche et pure, et juste au-dessus, tout ça était aussi éclairé par cette lumière vive et intense, un rouge intense et pur, qui était en train d'exploser dans le ciel noir. C'étaient les lumières des fusées de détresse que j'avais dans mon sac. Elles ne s'allumaient pas facilement à cause de toute la pluie qui tombait. J'ai pris le semi-automatique en main. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait 2 hélicoptères qui se dirigeaient vers moi. Il y avait 2 hélicoptères qui se dirigeaient vers moi, je l'ai tout de suite vu. Je t'ai pris sous mon aile, sous mon bras, et j'ai regardé les 2 hélicoptères. Un bleu et blanc. Un bleu, blanc et rouge, qui devait très certainement être de la police. Un brun. Un qui était brun, noir et vert kaki. Brun, noir et vert kaki, celui-là, il devait être de l'armée. Un autre qui était jaune et rouge, celui-là devait être des secours. Et il y en avait encore un autre. Mais celui-là était tellement caché par un nuage noir que je ne le voyais pas. J'entendais seulement les frappements et les battements des ailes. Comme des battements de cœur. Comme des battements de cœur, j'entendais les battements des ailes, les frappements des ailes qui frappaient le sol. Qui frappaient le sol, j'en entendais les gouttes d'eau. J'en entendais les gouttes d'eau qui frappaient le sol. Et j'entendais les ailes des hélicoptères. Les hélices des hélicoptères, je les entendais battre le vent. Elles battaient le vent en tournant et en tournant et en tournant. Les 3 hélicoptères étaient en train d'encercler l'antenne téléphonique sur laquelle je me trouvais, avec la fusée de détresse en main, qui avait arrêté de brûler. Une seconde que j'avais pris dans mon sac, qui avait arrêté de brûler. Ensuite, j'ai pris le semi-automatique. Une personne est descendue et m'a rejoint. Elle voulait t'emmener et je lui en ai empêché. Quand j'ai pris le semi-automatique, je le tenais comme si j'allais tirer. Je le tenais par les 2 mains, les bras tendus. Les bras tendus, les poings au niveau de mes épaules. Les poings au niveau de mes épaules, les bras tendus, redressés vers l'arrière. Je tenais le semi-automatique. Je le visais et j'avais un œil fermé, un œil ouvert qui regardait dans la ligne de mire. Dans la ligne de mire, mon œil ouvert regardait. Et je visais sa tête. Je visais son épaule, sa tête ou alors sa jugulaire dans son cou. Je le regardais, je ne voulais pas qu'il t'emmène. Il y avait cette échelle derrière lui qui paraissait si haute à laquelle il était accroché. Moi, j'avais le semi-automatique en main et j'étais prêt à tirer. J'entendais déjà le bruit de la détente à l'intérieur de ma tête. J'entendais le bruit du chien et le bruit de la détente à l'intérieur de ma tête. J'entendais déjà les coups de feu. Je me voyais déjà en train de tirer 3 fois, juste derrière mes yeux. Juste derrière mes yeux, derrière le reflet que mes yeux devaient avoir à la lumière de la lune. Derrière le reflet de mes yeux qu'ils devaient avoir à la lumière de la lune, je me voyais déjà tirer. Je me voyais déjà tirer 1 ou 2 fois.
peut-être une fois dans son épaule, peut-être une fois dans sa tête, ou alors peut-être juste dans sa jugulaire pour l'achever. Parce que je savais que si je tirais dans sa jugulaire, il ne fallait que 2 minutes pour qu'il se vide de son sang. Le corps tomberait et serait ramassé par les brancardiers. Arrivé dans l'hélicoptère, j'ai regardé autour de moi. C'était vide. Le ciel paraissait noir, j'avais l'impression que tout avait disparu en dessous. En dessous, j'avais l'impression que tout avait disparu. Voitures de police, voitures de secours. Les voitures de secours, les voitures de patrouille, les voitures de police, la berline noire, le pick-up noir, les maisons, même le centre hospitalier. Il n'y avait que la tour téléphonique qui était encore là. La petite lumière bleue, les 2 petites lumières blanches. Les 2 petites lumières blanches, la petite lumière bleue et la lumière rouge, il n'y avait que l'antenne téléphonique sur laquelle j'étais que je voyais encore. Le reste avait presque disparu. On était dans l'hélicoptère et moi je pointais du doigt la personne qui était juste à côté de toi. Je la pointais du doigt avec mon doigt sur la détente, c'est-à-dire que je la visais avec le fusil. Au moindre geste, au moindre mouvement, j'étais prêt à tirer. Au moindre petit geste, j'avais mon bras qui s'avançait un peu et j'avais mes épaules qui bougeaient. Au moindre petit geste sur toi, j'avais mes épaules qui bougeaient, mon pied qui s'appuyait sur le sol, mes bras qui s'avançaient et mes jambes qui se levaient et qui se redressaient. Au moindre geste, j'étais prêt à tirer. Il m'a regardé, il a levé les mains et a déposé son arme, a dit que tout allait aller, et moi, j'ai gardé mon arme en main. Je l'ai posée par terre, juste à côté de moi, sur la banquette, mais j'ai gardé ma main sur la détente. J'ai gardé ma main sur la détente, hors de question que je lâche le fusil. Quelques minutes en arrière, je me suis souvenu de ce qui s'est passé sous la chapelle. Je te gardais près de moi. Mais quelques minutes avant, je me suis souvenu de ce qui s'est passé sous la chapelle. L'homme qui était venu nous chercher. Je me suis souvenu de lui. Son visage masqué et noir. Il prétendait être gentil. Il l'était. Il nous a emmenés dans un hélicoptère. Alors que je ne voyais rien et que c'était le brouillard, la brume au-dessus du nuage noir. La brume au-dessus du nuage noir alors que je ne voyais rien. Ce nuage noir était partout. Il était énorme. Un nuage noir énorme qui recouvrait l'entièreté du centre, l'entièreté de toute la forêt, et la lune en passant. Recouvrant l'entièreté de la forêt, l'entièreté du centre, ce nuage noir, j'étais là, et je le regardais. Du haut de l'hélicoptère, cet homme qui nous a emmenés, je visais le nuage noir et ce qu'il y avait en dessous. Je ne savais pas qu'en tirant, j'allais tirer sur la BM. Je ne savais pas que j'allais tirer sur la BMW, sur la voiture noire. Et j'ai tiré sur la série 5. Elle a explosé et j'ai vu l'explosion de haut. C'était horrible. Tout un carnage. C'était horrible, tout un carnage, à tel point que de temps en temps, il y avait des blancs et je m'entendais respirer. De temps en temps, entre mes côtes, je m'entendais respirer et c'était tout un carnage. J'entendais les hurlements, les cris de panique et les angoisses. Je ressentais la peur qui était calcinée et qui était brûlée dans les flammes. Je ressentais toute cette peur brûlée dans les flammes, brûlée et calcinée, qui était comme enfermée en dessous de ce nuage noir. En dessous de ce nuage noir, il y avait cette panique, cette peur, cette angoisse, qui était en train de brûler dans les flammes de la voiture et les flammes du pick-up qui étaient en train tous les deux de brûler. Après l'explosion, il n'y avait plus rien, plus qu'une grande brume. Il n'y avait plus qu'une grande brume opaque, comme quand on fait brûler du plastique. Comme quand on fait brûler du plastique, il n'y avait plus qu'une grande brume opaque, derrière laquelle personne ne pouvait respirer. Il y avait cette brume opaque derrière laquelle personne ne pouvait respirer, derrière laquelle, en mettant mon t-shirt et puis mon pull par-dessus mon nez, en te donnant mon pull et en te donnant ma veste, tu as mis ma veste sur toi, sur tes épaules. Sur tes épaules, tu as mis ma veste et tu as couru derrière moi. Je t'ai tiré par le col du t-shirt et ensuite je t'ai tiré par le bras. Je t'ai gardé avec moi, enfoui dans la forêt. Tu
tu as gardé ma veste sur ton nez pour pouvoir passer au travers de la fumée. On est passé au travers de la fumée et un peu plus loin dans la forêt, nous sommes arrivés juste derrière une maison abandonnée. C'était bien une maison, elle faisait plus ou moins beaucoup de fois ma taille. C'était une maison, elle faisait beaucoup de fois ma taille. Elle n'était plus habitée depuis longtemps, mais elle pouvait être encore habitée. C'était une maison encore habitable, mais elle ne l'était plus. Les parois étaient abandonnées, crasseuses. Les parois étaient crasseuses, abandonnées. C'était une maison blanche, mais elle était grise. C'était une maison blanche, elle était grise. À côté, il y avait un petit arbre qui ne donnait plus aucune feuille. Ce petit arbre à côté qui ne donnait plus aucune feuille était presque brûlé lui aussi. J'avais l'impression que le bois, l'écorce du bois était noire. L'écorce du bois était noire, j'avais l'impression que même l'arbre lui-même sentait le cramer. L'arbre lui-même, j'avais l'impression qu'il sentait le cramer. J'avais l'impression que l'écorce avait été brûlée, calcinée, comme si la foudre l'avait touchée jusqu'à la racine. Comme si la foudre l'avait touché jusqu'à la racine, j'avais l'impression que cet arbre était brûlé entièrement, de l'écorce jusqu'à l'intérieur, de la sève qui avait brûlé, qui avait congelé l'intérieur. De la sève qui avait brûlé et qui avait congelé l'intérieur, il était froid. Il était froid et humide, l'écorce se détachait très facilement. La sève avait brûlé et avait disparu, et en laissant comme sur l'arbre une matière de sève, comme de la cire de bougie. Sur l'arbre, il y avait la sève qui avait brûlé, laissant dessus comme une matière de cire de bougie qui était en train de fondre, de couler. C'était comme de la cire de bougie qui coulait qu'il y avait sur l'arbre. De temps en temps, ça réaccrochait l'écorce qui avait brûlé et qui était noire. L'arbre était noir et à côté, juste derrière, un autre arbre. On s'est caché dans cette maison avant que la police ne nous retrouve. Ils voulaient nous emmener quelque part, mais j'ai tiré avec mon semi-automatique sur 4 personnes pour te protéger. Maintenant, il n'y avait plus que toi et moi. Maintenant, il n'y avait plus que toi et moi, cette maison abandonnée, ce petit arbre noir à l'écorce noire. Il n'y avait plus que ce petit arbre noir à l'écorce noire, et il n'y avait plus que cette matière visqueuse qui ressemblait à une cire de bougie qui était en train de fondre, alors que ce n'était que de la sève brûlée. L'arbre était glacial et derrière un autre grand arbre qui avait brûlé. Il n'y avait plus que toi et moi dehors, protégés par une veste et un suite noir. On était seuls dehors et on ne savait pas ce qui nous attendait.